C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Alors à Noël, on chante « Il est né le divin enfant ». Cet après-midi, on chante « Il est nommé le Premier ministre ». Et donc, le winner is Michel Barnier. Faudra-t-il se fier à ses yeux bleus et son calme apparent? L'homme de 73 ans a affronté Boris Johnson pendant le Brexit lorsqu'il était négociateur, alors que la Grande-Bretagne voulait partir de l'Union européenne tout en gardant les avantages. Il n'a pas cédé et il est resté ferme. Le restera-t-il avec les maîtres de l'Assemblée et face à un Emmanuel Macron qui veut garder la lumière? Les réactions politiques sont nombreuses et le PS a déjà annoncé qu'il censurerait le gouvernement de Michel Barnier. Jean-Luc Mélenchon, lui, crie au voleur. Quant au Rassemblement national, il attend de voir. On en parle avec Éric Leboucher, éditorialiste aux Échos et à l'Opinion. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir à Catherine Tricot. Bonsoir. Directrice de la revue Regard, avec cette une de ce semestriel du cœur à gauche. Un cœur très anatomique, mais ce n'est pas de cela dont il est question. Le cœur à gauche en politique. Et Carole Barjon, bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Éditorialiste politique. Et en fin d'émission, Véronique Reissoult pour sa chronique sur les réseaux. Donc Emmanuel Macron a donc choisi un Premier ministre de droite. Sur quels critères selon vous, Jean-Marie ? Le critère officiel, c'est la non-censurabilité, c'est-à-dire que prendre quelqu'un dont on s'assure qu'il ne soit pas immédiatement censuré. Donc on verra ce qu'il en est si Michel Barnier franchit cette étape ou bien si au contraire il coalise contre lui aussitôt. Et à ce moment-là, la démonstration sera à refaire avec quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut noter, c'est que d'abord, c'est le triomphe du sarkozysme, pardon, mais Nicolas Sarkozy se tue à expliquer à Emmanuel Macron depuis toujours qu'il faut gouverner à droite parce que la France est à droite. Donc il choisit un homme de droite, en l'espèce Michel Barnier. Ce qu'il faut noter, c'est que Michel Barnier appartient pratiquement au plus petit groupe de la nouvelle Assemblée nationale. Il y avait un groupe qui avait terminé avec davantage de députés que les autres. C'était celui du Nouveau Front Populaire qui a été écarté, mais qui a été écarté de son fait d'ailleurs parce que de dire tout de suite mon programme, rien que mon programme, et tout de suite mon programme, c'était absurde parce que le vote qui a permis de gonfler les rangs justement du Nouveau Front Populaire, c'est un vote de barrage, c'est un vote de refus de l'extrême droite. Et donc la principale leçon du scrutin, c'est les Français ne veulent pas du Rassemblement national à la tête du gouvernement. Et l'autre leçon, c'est qu'aux européennes puis aux législatives, les Français par 2 fois ont dit non à Emmanuel Macron. Donc, de non à Emmanuel Macron, donc c'est pas l'homme qu'il fallait. Ça voulait dire qu'on engage une cohabitation. Oui. Et avec les gens qui avaient été précédemment cités, c'est-à-dire le président de la région nord des Hauts-de-France, Xavier Bertrand d'une part et Bernard Cazeneuve d'autre part, on était sûr d'entrer en cohabitation, ce que ne voulait pas Emmanuel Macron, d'où le choix de Michel Barnier. Voilà. Éric Leboucher, quels sont ces avantages à ce Michel Barnier qui a été successivement ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Agriculture, 2 fois commissaire européen et négociateur pour le Brexit? Négociateur, justement. C'est ce qu'on va rechercher à l'Assemblée nationale pour essayer de fabriquer non pas des consensus, mais au moins des non-refus. On va être dans le négatif en permanence, comme l'a dit Jean-Marie tout à l'heure, sur la censure ou pas la censure. Donc ça, ce côté ouvert, ce côté négociateur, ce côté homme de dialogue sera un avantage évident. Et en plus, un homme d'expérience, puisqu'il connaît à la fois les régions, c'est un Savoyard, c'est un Girondin, et Paris et Bruxelles, c'est-à-dire les 3 cercles du pouvoir. Moi, je pense qu'il a 2 avantages. Le premier, c'est d'être de centre droit, donc d'être dans une communion naturelle, normalement, avec Emmanuel Macron sur la plupart des sujets. Et le deuxième avantage qu'il a, c'est de rassurer les milieux économiques immédiatement par son nom, alors que ceux-ci avaient extrêmement peur de changement de la politique de l'offre. On va rester sur la même politique économique, peut-être des nuances, mais en gros sur la même ligne. Et donc ça, c'est les 2 avantages que je vois à Michel Barnier. Et pour vous, Catherine, je parie que c'est un désavantage. Exact.
La politique de l'offre et on fait comme... Oui, on continue comme avant. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, le problème, c'était une question d'analyse de ce qui s'est produit, de ce qu'ont dit les Français, ou alors on n'en tient pas compte et puis on change de régime, d'institution. Enfin, si on continue de considérer qu'on est en démocratie, peut-être que quand les gens votent, il faut écouter ce qu'ils disent. Or, contrairement à ce que vous avez dit, mon cher Jean-Marie, ce que je pense, c'est que si les députés du Nouveau Front Populaire sont les premiers à l'Assemblée nationale, ça veut dire que dans les circonscriptions, ils sont arrivés premiers au premier tour. Ils ont bénéficié, certes, au second tour du Rassemblement républicain, comme les députés macronistes et bien des députés de droite qui n'auraient pas été élus sans les électeurs de gauche. Mais sans lequel ils ne seraient pas à l'Assemblée. Mais au premier tour, c'est-à-dire quand le tour où on exprime ses attentes, où on choisit, c'est quand même la gauche qui est arrivée en tête. Donc, mais est-ce qu'on va sempiternellement revenir sur c'est pas ce sujet-là. C'est le Rassemblement national. Oui, dans ceux qui... Oui, non, pardon. La gauche n'arrive de quelques sièges en tête que parce qu'il y a le Rassemblement. Moi, je parle du premier tour. Pour faire barrage. Et donc, la motivation au second tour de ce vote, c'est pour faire barrage. Je suis d'accord. Donc, si vous enlevez ce faire barrage, vous retrouvez un petit groupe... Je suis tout à fait d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut donc entendre la demande de changement. Or, ce qui est assez étrange, c'est ce que vous venez de rappeler, cher Éric, c'est que Michel Barnier, finalement, il est choisi parce qu'il est Macron compatible. C'est-à-dire que d'une certaine manière, cette demande de changement ne sera pas probablement entendue et ne va pas se traduire dans une politique nouvelle. Carole, est-ce que le fait qu'il connaît bien les rouages de Bruxelles, l'Europe, ce qui d'ailleurs aime Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un Européen plus que convaincu. Est-ce qu'il va pouvoir jouer un rôle, puisque Bruxelles, on le sait, nous scrute de manière assez précise sur les déficits qui dérapent et le déficit excessif. Est-ce que là, il va pouvoir jouer un rôle face à l'Union européenne? En tout cas, il connaît bien les arcanes. Comme l'a dit à l'instant mon voisin, il rassure les marchés financiers, alors qu'on est quand même sous la coupe d'une procédure pour déficit excessif. Oui. Donc, de ce point de vue-là, on imagine que oui, Michel Barnier peut rassurer. Par ailleurs, j'ai noté avec amusement que Ursula von der Leyen lui avait adressé ses félicitations alors qu'elle s'était opposée à sa nomination comme commissaire européen en 2019. Je ferme ma parenthèse. Donc, sur le plan économique, oui, sûrement, c'est une bonne chose pour éviter qu'éventuellement l'économie ne s'effondre ou qu'on soit victime de sanctions financières. Je me demande si ça ne sera pas, au fond, sa seule, utilité. Non. Il a beaucoup de cordes à son arc. Si jamais il pouvait faire ce qu'il voulait, Michel Barnier, c'est pas ça la question. C'est que il est sous surveillance étroite, évidemment, d'Emmanuel Macron, et il a aussi, il est sous la surveillance étroite du Rassemblement national, qui n'a pas menacé de le censurer. Immédiatement, puisque c'est quand même comme ça qu'il faut comprendre la réaction de Marine Le Pen cet après-midi. C'est clair, le Rassemblement national ne veut pas avoir l'air de jouer la politique du pire, et donc après avoir menacé de censurer Cazeneuve puis Xavier Bertrand, là ils disent voilà, neutralité, mais moi j'ai lu quelque part neutralité bienveillante. Non, c'est une neutralité très vigilante. Alors, mais c'est vrai que c'est le vice du système. Là, c'est le vice du système, c'est que, encore une fois, pour revenir au scrutin, le vote, un des verdicts des Français, on ne veut pas du Rassemblement national au gouvernement. Ça se traduit par, aujourd'hui, le Rassemblement national est l'arbitre des élections. Si le Rassemblement national bascule vers la censure, Michel Barnier n'y arrivera pas. Voilà. S'il ne bascule pas vers la censure, ça veut dire qu'il aura gagné quelque part la caution du Rassemblement national. C'est le verdict du scrutin à l'envers. D'ailleurs, ce qui vous donne raison, c'est le tweet... Pas tout à fait. Je veux dire, il y a quand même eu des élections européennes. Bien sûr. Le Rassemblement national, il y a 11 millions d'électeurs. Mais... Ils ont quand même un groupe important
à l'Assemblée nationale. Donc c'est le jeu, je dirais, voilà, on peut le regretter, mais c'est l'arithmétique aussi qui veut ça. C'est comme ça. Alors le tweet de Marine Le Pen, c'est « Nous attendons le discours de politique générale de Michel Barnier, l'immigration hors contrôle, l'explosion de l'insécurité, le pouvoir d'achat des Français et la modification du mode de scrutin sont des sujets qui devront être pris en considération ». Donc on voit bien quand même qu'elle ne laisse pas un chèque en blanc. Et Clairement. bien évidemment, donc on verra les autres, au cours de cette émission, les autres réactions. Mais peut-être une question, Éric, sur la première urgence, ça va être le budget. Et on sait que la doctrine de la droite, c'est pas d'augmentation d'impôts. On va voir, parce que de toute façon, il a très peu de temps pour le budget. Il faut le remettre assez vite à l'Assemblée nationale. Il y a un budget qui existe, qui en gros, on reconduit les dépenses telles quelles. Il ne va pas pouvoir changer très très vite les choses. Je crois, moi, qu'il peut changer... Parce qu'effectivement, c'est Madame Le Pen qui est l'arbitre. Bon. Alors, ça lui convient assez. Il va durcir les choses sur l'immigration, je pense, et sur la sécurité. Ça va être les deux choses qu'il va faire. En vertu de quoi est-ce qu'il y aura une petite marge de manœuvre pour agir sur les autres sujets, c'est-à-dire sur l'État, en gros, essayer de continuer à faire quelques réformes. On verra. C'est pas impossible quand même qu'il y arrive. C'est ça que je pense. Parce que le problème de Madame Le Pen, on peut le dire, c'est qu'elle n'est pas prête du tout pour gouverner. Donc si elle renverse en permanence les gouvernements, au bout d'un moment, si elle pousse même Emmanuel Macron dehors, comme certains voudraient le faire aussi de tous côtés, à l'élection qui surviendrait, Madame Le Pen serait quand même très embarrassée. Elle n'a pas le programme et elle n'a pas d'équipage. Donc c'est pour ça elle n'a pas fini de faire le ménage dans son parti. Et non, elle est loin d'avoir fini. Et elle est loin d'avoir trouvé, au fond, les alliances qu'il lui faut pour trouver des gens capables de gouverner. Elle ne les a pas. Donc je pense qu'elle n'est pas pressée non plus de le faire tomber. Vous voyez ? Donc ça lui laisse un peu de temps. Oui, vous n'êtes pas d'accord, Catherine? Non, moi, ce n'est pas mon analyse. Je pense au contraire que Marine Le Pen a un délai qui n'est pas pour demain matin, mais c'est dans un horizon qui est antérieur à 2027. C'est-à-dire que pour elle, ça se passera avant. Et pour une raison, je pense qu'elle peut bénéficier, qu'elle veut bénéficier du fait que du côté de la Macronie, on est quand même un peu sous le choc des aveux politiques qui viennent d'être rendus. Et du côté de la gauche, elle n'est pas très unie, cette gauche, entre le Parti socialiste d'une part et la France insoumise d'autre part. Donc elle est en position pour l'instant, on le sait, parce que vous avez raison de dire qu'elle n'est pas prête sur le plan programmatique et probablement qu'elle n'a pas les équipes. D'être aussi rejetée par les Français. Oui, mais si elle parvient, si vous écoutez ce matin, j'ai trouvé fort intéressante l'interview de M. Tanguy sur France Inter. Je l'ai trouvée éclairante. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est ce qu'a dit à peu près Jean-Luc Mélenchon dans les mêmes termes lors d'un interview à un journal italien cet été. C'est en 2027, alors lui, dans la prochaine élection présidentielle, ça sera Marine Le Pen ou moi, ça sera son projet ou mon projet. C'est ça qui, pour l'instant, semble être les deux propositions. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que comme il y a une demande de changement, ou bien on pense que rien ne peut changer. Et en effet, M. Barnier est probablement une personne très... Rien ne peut changer du point de vue de la politique économique, je dirais. Oui, mais enfin, alors, il est certainement très sérieux, très compétent. Mais s'il faut imaginer que les Français demandent une autre politique, alors, si ce n'est pas répondu... Pardon, Catherine, mais une autre politique, ce n'est pas nécessairement la politique prônée par Jean-Luc Mélenchon ou par le nouveau Front populaire. Je l'entends bien. C'est ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans la situation actuelle, et la gravité de la situation actuelle est la suivante. Si Michel Barnier n'y arrive pas, par exemple, s'il est censuré très vite, et ainsi de suite, et si on va comme ça de Premier ministre en Premier ministre nommé, mais qui échoue, on est dans le blocage, et là on entre dans la crise de régime. Et cette crise de régime, elle est souhaitée notamment par Jean-Luc Mélenchon et par l'extrême gauche. Par Marine Le Pen. Qui est là, c'est suivi comme je ne sais pas comment le qualifier, par Olivier Faure, qui anticipe presque toujours les désirs l'écho et les désirs de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est ça, et donc on peut aboutir à la défaisance, et ce sera le legs d'Emmanuel Macron pour le coup, à la défaisance de ce qui reste fort dans nos institutions et solide dans nos institutions, la clé de voûte de nos institutions, a-t-on toujours dit, la présidence de la République. Parce que dans cette séquence qui se déroule, ce qui criant, c'est l'affaiblissement de la présidence de la République. Si on allait jusqu'au bout de cette crise de régime, c'est-à-dire si le système était bloqué, là, on serait dans une phase évidemment gravissime. Alors, je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Luc Mélenchon.
L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. Éric Le Boucher, élection volée, on va l'entendre. Mais c'est tout le problème des longtemps. populistes qui nous racontent des blablabla depuis maintenant 20 ans en Europe et lui depuis 150 ans. Oui. La même chose. C'est-à-dire, il nous raconte un baratin. Le baratin, alors, quel baratin nous mais le raconte-t-il ? baratin, c'est tout va mal. Les Français souffrent, il y a de la misère qui augmente, les gens ont faim dans la rue, etc. Tout ça, c'est faux. Enfin, c'est manifeste. Il y a un peu de vrai. Non, il n'y a pas beaucoup de vrai. Il y a quelques gens qui ont pauvres et qui ont faim dans la rue, Éric. L'économie française va beaucoup mieux qu'elle n'allait il y a 30 ans. Le chômage a diminué. Les revenus ne cessent d'augmenter. Il y a des emplois, il y a des exports. Les investisseurs étrangers viennent. Donc c'est des ressentis. D'une part, l'économie française va beaucoup mieux. Alors, ça ne va pas mieux pour tout le monde. Non. Mais ça ne va pas mieux pour quoi ? Pour maximum 20% des gens. Mais pour 80% des gens, la vie, ça va. C'est ce qu'ils disent quand ils sont interrogés par l'INSEE. C'est sérieux, l'INSEE. C'est beaucoup plus sérieux que Jean-Luc Mélenchon, l'INSEE. Eh bien, ils disent, 80% des gens disent, pour moi, ça va. Pour les autres, ça ne va pas. Pour la France, ça ne va pas. Mais pour moi, ça va. Donc, quand vous dites le message envoyé, c'est « faut tout changer », c'est faux. Le message n'est pas celui-là. Le message, ça, c'est le message de M. Mélenchon qu'il faut tout changer. Mais pour les Français, ce n'est pas ça. Pour les Français, ils veulent la paix et la prospérité et un avenir pour leurs enfants. C'est ça qu'ils veulent. Et donc, en ce moment, ce qui se passe, c'est que, en gros, ce que fait Biden aux États-Unis, ce que va faire Starmer en Angleterre, ce que fait Emmanuel Macron, c'est d'améliorer l'économie. Et ça marche plutôt bien. Pour les classes moyennes, ça marche plutôt bien. Donc, l'idée de tout casser, le message des Français, etc., c'est pas du tout celui que j'entends, moi. C'est pas ça. Ça, c'est du baratin de Mélenchon. Vous avez l'air assez dubitatif, 20%, ça n'est quand même pas tout à fait rien non plus dans la D'accord. population. Non, mais ça fait 80%. C'est un cinquième. Bon. Non, mais 80%, ça va. Oui, c'est Non, vrai. mais regardez Oui. ça. Mais ce qui choque aussi les gens, et c'est pour ça du reste que Mélenchon a aussi les faveurs de jeunes diplômés, hein, on le sait, de jeunes de catégorie favorisée, c'est les écarts d'inégalité, de salaires mirobolants, c'est ce genre de choses auxquelles peut-être les libéraux devraient aussi s'attaquer, même si ça n'est pas forcément si facile. On peut parler de ce 0,1% qui gagne effectivement de quoi s'acheter des yachts. En effet, mais c'est mondial. Vous remarquez que c'est mondial. Et que s'attaquer simplement à eux en France... Oui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bon. Donc, il faut le faire au niveau mondial. Et malheureusement, c'est assez difficile à faire au niveau mondial. Donc, si on veut faire la révolution, sur ce sujet, je suis d'accord. Mais faisons-la au niveau mondial. Sinon, ça ne sert à rien. Ouais. C'est une manière de ne pas la faire. De la reporter au niveau mondial, c'est une manière de sursoir. Mais attendez, c'est les gens qui décident. Non, mais les gens le niveau du mondial. monde. Non, mais il n'y a pas de décision mondiale. Il n'y a pas un vote mondial. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de syndicats mondiaux. Parce qu'il n'y a pas de partis mondiaux. Il n'y a pas de gouvernement mondial. C'est la faute aussi des syndicats. Ni de gouvernement mondial de Jacques Attali. Quand vous dites qu'il faut le remettre au niveau mondial, ce que je vous dis, et ce n'est pas une critique à votre propos, c'est que ça veut donc dire on ne le fait pas. Mais moi, ce que je voudrais contester, c'est votre analyse, c'est votre entrée sur le problème de la société française. Vous entrez simplement par la question économique. Les gens gagnent mieux leur vie ou aussi bien, en tout cas ça ne s'est pas dégradé, ce que je crois à peu près vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme en effet qui ont vraiment perdu, 20% ce n'est pas rien, mais que le reste de la population n'a pas vraiment perdu. Mais si la société française ne va pas très bien, c'est parce qu'une société, ce n'est pas qu'un pouvoir d'achat. Ouais. Et dans les éléments, moi, que je crois, qui sont structurants de l'histoire de France, il y a la question de quel est le rôle de l'État, et notamment celle des services publics. Dans les deuxièmes valeurs fondamentales de la France, il y a quel travail je fais, quel sens a-t-il. Dans les troisièmes choses qui nous font être français et être
content d'être français, c'est de se dire que la France, elle a une fonction internationale et par exemple de d'être à l'avant-garde sur le changement, sur la lutte contre le changement climatique. Sur tous ces points, il y a une grande insatisfaction. Et j'ajoute le 4e point, qui est notre passion pour l'égalité. Donc, et j'ajouterai, dernier point, la question démocratique. Tout ça, ça ne relève pas strictement de la sphère économique, mais cela crée une insatisfaction très profonde à l'égard de la gestion qui a été celle d'Emmanuel Macron, mais avant lui de François Hollande et avant lui de Nicolas Sarkozy. Ça fait un moment que ça dure, cette insatisfaction des Français à l'égard de la politique qui ne répond pas à ces attentes sur comment on fait société et comment on fait France ensemble. Pour vous, Jean-Marie, les urgences, il y a le budget, Éric nous en a parlé. À quoi doit s'atteler, à part tenir debout et tenir en place, puisqu'il est, dans le fond, sa survie en tant que Premier ministre à Matignon, c'est là l'axiome de base, on va dire. À quoi il doit s'atteler ? Il va être sous une double pression. Il va être sous la pression, en effet, à l'Assemblée, mais sous la pression du président de la République aussi. Quelle sera sa capacité à lui résister et à imposer lui-même des priorités telles qu'il les voit ? Je pense que si on fait référence, en effet, à sa campagne pour les primaires des Républicains, il avait terminé 3e, je crois, mais tout ça était dans un mouchoir. Les 4 candidats étaient à peu près chacun un quart de l'électorat des LR. Il avait quand même beaucoup droitisé son discours, beaucoup durci, beaucoup droitisé, etc. Donc il faut attendre de voir ce qu'il va mettre vraiment sur la table. Mais de toute façon, il va être écrasé par l'urgence. Et l'urgence, c'est de faire un budget. C'est de faire un budget en 3 semaines et de faire un budget non pas comme ça, mais un budget qui quand même ramène les déficits à des niveaux ou sur une trajectoire qui soit une trajectoire acceptable, où on puisse se dire oui, la France garde la maîtrise de ses déficits et n'est pas complètement emportée par des chiffres qu'elle ne maîtrise plus et d'une situation qu'elle ne contrôle plus. C'est ça l'enjeu majeur aujourd'hui. Et là, ça va être très difficile parce que certains vont dire c'est pas compliqué, il n'y a qu'à abandonner la réforme des retraites. D'autres qui vont dire mais non, il faut surtaxer telle et telle catégorie sociale, et d'autres, voilà, ça va être un peu la foire d'empoigne là-dessus. Et lui est quand même quelqu'un qui normalement est sensible à la rigueur des chiffres, enfin à la crédibilité du pays, parce que la crédibilité du pays, c'est aussi son poids en Europe, c'est donc son poids international qui en dépend. Donc ce sont des échéances extrêmement lourdes et je ne vois pas où est la base qui va le soutenir sur les efforts que nécessairement il sera amené à demander. Carole ? Non, c'est tout à fait juste, puisque, je veux dire, à la fois Marine Le Pen veut l'abrogation de la réforme des retraites. Mais ça ne l'aura pas. La gauche aussi, puisque Cazeneuve même en avait fait, pas de l'abrogation, mais il avait dit qu'il les retoucherait. Et mes Renaissance, enfin ensemble, le bloc central, comme on dit maintenant, n'en veut pas, puisque ça, c'est l'un des acquis de Macron et qu'il ne veut pas qu'on détricote ce qu'il a fait. En admettant qu'il passe éventuellement, la phase du budget, on arrive à trouver des compromis. Marine Le Pen, j'ai entendu, avait parlé de compromis à trouver sur le budget. Jusqu'où ça va dans son esprit, je n'en sais rien. Mais bon, en admettant que Barnier passe cette phase-là, je pense qu'il ne fera pas grand-chose d'autre, parce que quand Éric vous dites qu'il va sûrement durcir sur l'immigration et l'insécurité, moi je n'en suis pas certaine du tout, parce que bien entendu que c'était dans son programme pour la primaire de la droite en 2021, où il allait assez loin, et très loin, je n'ai pas de doute que s'il avait demandé un moratoire. Un moratoire sur l'immigration, le temps de faire voter une révision constitutionnelle, pardon. Donc ça allait quand même assez loin. Et pas de raison de mettre en doute sa sincérité, je finis sur le sujet, s'il avait toutes les manettes, mais il ne les a pas. Et durcir sur l'immigration et l'insécurité, au-delà évidemment du nouveau Front populaire qui sera contre, mais il faut aussi voir qu'il y a le groupe Ensemble, il y a son propre groupe qui sera contre. Pour une large partie. Donc, je ne crois pas qu'il puisse beaucoup aller très très loin sur ce terrain. Il a déjà commencé à prendre ses distances, son propre groupe. Mais regardez quand même l'ironie des choses. L'ironie est surtout la mauvaise gouvernance de la part d'Emmanuel Macron. Il choisit
Barnier. Barnier, c'est un gaulliste de toujours. Il a participé à toutes les étapes du mouvement gaulliste, RPR, etc. Bon. Et l'alliance avec ce parti-là, la nomination de Michel Barnier même, c'eût été très pertinent au lendemain du constat par Emmanuel Macron en 2022 qu'il n'avait pas de majorité absolue, qu'il lui fallait donc élargir sa majorité relative pour arriver à une majorité absolue. Donc là, l'alliance avec le LR avait du sens. Oui. Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Il ne l'a jamais proposé. Il le fait maintenant un peu contraint et forcé, et c'est pas vraiment une alliance. Oui, enfin, tous les ministres, globalement, régaliens, Jean-Marie, qu'il a choisi depuis le début, sont quand même issus de la droite. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas une alliance en bonne et due forme avec un parti qui apporte ses suffrages à un gouvernement, etc. Il y a non seulement zéro contrat, mais du coup, vous n'êtes pas sûr de leur vote à l'Assemblée nationale. Donc ça, il aurait dû le faire en 2022, et il le fait maintenant, mais c'est trop tard. Ouais. Et ce fameux pacte législatif avec Laurent Wauquiez, donc apparemment Laurent Wauquiez n'a pas le doigt sur la gâchette de la motion de censure, mais à quoi peut ressembler ce gouvernement? Est-ce que ça va être un gouvernement où on va mettre des gens que de droite, des gens du centre, un peu de gauche social-démocrate, enfin peut-être quelques macronistes quand même. Comme dire, c'était Devedjian qui avait ou l'ouverture jusqu'au Sarkozy. Jusqu'au sarkozyste, très bien. Voilà. Est-ce que parce que dans le fond, est-ce qu'il est très politique, Éric? J'ai l'impression que c'est plus comme... Oui, c'est un homme politique, certes, mais c'est pas la petite politicienne, batailleuse, etc. Il a quand même un profil plutôt de techno, d'homme de dossier, que de politicaillerie, sans vouloir... Oui, enfin encore qu'il va devoir en faire un petit peu de politique politicienne. Peut-être même beaucoup. Mais attendez, avant, il avait des dossiers, l'agriculture, les affaires européennes, les affaires étrangères. Les Français ont voté de telle façon que la vie politique est bloquée, pour simplifier. Oui, en gros. Bon, en gros. Donc, le gouvernement, il ne va pas faire grand-chose, puisqu'il ne peut pas faire grand-chose. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que la France va s'en porter beaucoup plus mal de ce... immobilisme politique, ou bien pas du tout, comme les Belges ou comme les Italiens d'une certaine façon. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, la vie économique continue. Les entrepreneurs n'ont pas posé le sac. Ils étaient prêts à le faire si l'extrême gauche était au pouvoir, mais ils ne l'ont pas fait. Et les grandes entreprises, ça les gêne de toute façon assez peu, parce qu'ils font leurs affaires en dehors de France. Donc, pour l'instant, la vie économique, on peut vivre, si vous voulez, sans que la politique s'active et fasse 14 lois par jour. C'est tout à fait possible, ce sera peut-être même très bénéfique. Simplement, ça ne peut pas durer très longtemps. Ça peut durer 18 mois. C'est pour ça que je pense qu'une échéance de 18 mois, c'est très possible que Mme Le Pen, c'est à peu près ce qu'il lui faut pour... un an peut-être. Un an, 18 mois pour se mettre en ordre son parti. Ce qui est, en fait, il en faudrait plus parce que le parti, il est quand même à peu près à zéro. Oui. Mais voilà, donc ça lui laisse un peu de temps pour essayer quand même de faire un peu autre chose que rien. On va voir. Cela dit, moi, je pense, contrairement à ce que dit Éric, moi je pense quand même qu'on paye déjà un prix élevé du gel d'un certain nombre de dossiers. On le paye sur les dérives des déficits, parce qu'ils sont manifestement en ce moment hors de contrôle. Donc on paye cher les 3 mois d'attente. Là, 3 mois, c'est considérable. Et surtout, pour moi, il y a un scandale absolu, c'est la non-gestion du dossier de la Nouvelle-Calédonie, où la situation est gravissime. Oui, on est au bord de la guerre civile en permanence, et le gouvernement n'existe plus. Je veux dire, c'est scandaleux. C'est vraiment... on les a pas, ils ne sont pas élus ni au gouvernement pour ne pas gérer ou pour dire je gère seulement les affaires courantes. Là, on paye très très cher les atermoiements du président de la République. Peut-être revenir sur quand même le Rassemblement national, parce que c'est quand même un vrai sujet. On n'en parlait pas depuis quelque temps, qu'ils seraient dans le fond ceux qui allumeraient le feu et qui feraient le pouce levé. On voit bien que le Rassemblement national a eu quand même, enfin il semble qu'il aurait eu la peau de Xavier Bertrand et celle de Cazeneuve, puisqu'ils ont été les premiers. Le Parti socialiste s'est chargé d'avoir la peau de Cazeneuve. Oui. Aussi, c'est vrai. C'est Olivier Faure, oui. C'est vrai. Mais quand même, en choisissant quelqu'un de droite, est-ce que Emmanuel Macron ne va pas encore plus radicaliser le NFP?
Je pense que, je ne sais pas si ça va radicaliser le NFP, mais en tout cas, les électeurs du NFP, je pense qu'il y a... Et de se dire que c'est quand même eux qui... Je pense qu'il va y avoir... le Rassemblement national qui c'est pour ça que joue la partition. Je ne crois pas qu'il va y avoir un monde fou demain ou après-demain dans les rues de Paris à l'appel de la France insoumise. Je ne le crois pas. Par contre, ce que je crois, c'est que le fait qu'il y ait du désabusement, que le sentiment que le NFP est arrivé en tête et que finalement c'est quelqu'un qui est issu d'un parti qui a perdu la moitié de ses députés, ou presque 50% de ses députés, qui va devenir Premier ministre, et pas le NFP qui a augmenté considérablement, qui a augmenté de 50% son nombre de députés, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Oui. Jean-Luc Mélenchon emploie l'expression... Mais ils ne sont pas les négocier non plus. Hein. Ils ont dit c'est Lucie Castet ou rien. Mais la question... À un moment, il fallait avancer. Alors, peut-être que la négociation n'était pas parfaitement huilée. Ceci étant, on était dans une situation un peu inattendue. Je vous fais tout à fait le crédit que la sortie de Jean-Luc Mélenchon à 20h03, tout le programme du Front Populaire, rien que le programme du Front Populaire, etc. On aurait davantage cru à Lucie Castet si elle s'en était écartée. Mais la première chose qu'elle a faite, elle a réussi à exister, hein, c'est déjà une belle performance. Mais la première chose qu'elle a dite, c'est tout le programme, rien que le programme. Oui, et elle a dit un peu autre chose aussi après. C'est-à-dire que je pense qu'il faut imaginer que cette femme est assez peu rompue au discours politique et qu'elle s'est trouvée projetée dans un chaudron totalement... mais pour éviter, Catherine, ce sentiment dont vous parlez de désabusement... je le crois très dangereux. Et du fait qu'un certain nombre d'électeurs du NFP, voire une majorité, pensent que leur élection leur a été volée. Il aurait fallu que Macron nomme Lucie Castet, qui aurait été censurée immédiatement au bout de 24 heures. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? C'est parce qu'apparemment, elle pouvait, par décret, modifier un certain nombre d'éléments de sa politique économique, y compris sur les retraites. C'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Oui, j'entends bien, mais n'empêche que ça ne change pas le fait que le nouveau Front Populaire est arrivé en tête et que c'est un homme de droite classique qui est du plus petit groupe de l'Assemblée nationale et qui va faire alliance avec un autre groupe qui a pris cher lors des dernières élections, et que c'est eux qui vont, comme vous l'avez fort bien expliqué, éventuellement pour vous rassurer, qui va continuer cette politique. Moi, je crois que c'est vraiment problématique. Le petit groupe après celui du Parti communiste. Vous n'avez pas tort. Mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, ils n'ont que 40 députés, ils en avaient 68 la précédente mandature, qui était déjà un effondrement par rapport à la précédente. Je veux dire, les Républicains ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Si la gauche voulait qu'il y ait une inflexion à gauche, pourquoi a-t-elle refusé Bernard Cazeneuve hier ou avant? Malheur, parce que c'est pas un homme de gauche. Il a gouverné, c'est pas un homme de gauche. Non, je ne crois pas que ce soit... Je pense pas que ce soit exactement ça la question. C'est que je pense qu'en effet... Non, c'est pas parce que la gauche pense que Bernard Cazeneuve n'est pas un homme de gauche. Je pense que la gauche est très divisée. Et que mon analyse... Elle est bloquée autour du programme de Mélenchon. Dans le vote, ils étaient divisés. Hein. Alors, la gauche, le Parti socialiste, la gauche dans son ensemble est assez liée par un accord électoral. Exactement. Merci. On ne va pas commencer ce débat parce que Véronique Ressoul nous attend pour la politique sur les réseaux. Allez-vous, ma chère Véronique, c'est pas grave. Alors, donc 54 jours pour enfin Michel Barnier. Voilà, donc la réaction des internautes. Eh bien, en fait, le sujet était de savoir aussi est-ce que ça les passionnait, parce que ça a passionné cette attente les politiques, ça a passionné les commentateurs, les journalistes. Est-ce que ça a passionné les Français ? Bien, non. Je peux vous dire que non, pas vraiment. 550 000 messages sur la nomination. On disait la France impatiente et tout. Voilà. Par contre, la nomination de M. Barnier, oui, parce qu'entre 13h et 16h aujourd'hui, 102 000 messages. Pourquoi est-ce qu'il y avait peu de messages avant ? C'est pas que les Français se sentent pas concernés, mais c'est que globalement, ils disaient Emmanuel Macron va décider, donc on va pas commenter avant, on a d'autres choses à faire, il y a la rentrée, on a plein de problèmes, donc voilà. Et là, il commande plus. Et quand on regarde dans les 550 000 messages qu'il y a eu, et qu'on regarde les fameux emojis qui n'ont aucun secret pour vous aujourd'hui, on voit qu'il y a l'urgence, oui, bien sûr, la sirène qui dit, il faudrait quand même faire quelque chose, mais on voit des tas de bonhommes pas contents ou des clowns.
ou des gens dubitatifs. Et en fait, la réalité, c'est qu'on pourrait dire que c'est sur Emmanuel Macron et cette longue attente. En fait, c'était plus sur les partis politiques eux-mêmes, parce qu'en fait, cette longue séquence, elle a aussi ajouté quelque chose chez les Français qui est, eh bien, dans le fond, les partis politiques ne sont pas si utiles que ça, parce que, ils ne font pas avancer, voire même, ils avaient l'impression que ça faisait reculer. Donc, ça n'a pas amélioré l'image d'Emmanuel Macron, mais ça n'a pas non plus amélioré l'image des partis politiques. Alors après, je vous ai dit 102 000 messages en quelques heures sur M. Barnier. Là, c'est concret, donc les Français veulent bien commenter. De quoi parle-t-il ? Alors, la première des choses, c'est que c'est plutôt sur son parcours. Donc, il y a des tas d'images de Lina qui ressortent, en particulier pour dire, voilà, il a 73 ans, il a commencé très jeune. Alors là, je ne vous ai pas passé l'image en soi, mais on le voit jeune quand il vient de débuter et qui raconte, voilà, il vient d'arriver, il commente sa nouvelle position de député. Donc, ça intéresse pas mal les Français en soi. Quand on regarde le nombre de vues et le nombre de requêtes autour de Michel Barnier et de son parcours global, on voit bien que les gens se posent des questions. Et sa longévité est plutôt bien vue. Alors après, il y a toujours quelques railleries. On va dire que ce sont des railleries plutôt gentilles, honnêtement, parce que quelquefois, il y a des choses violentes. Voilà, par exemple, une petite blague qui circule pas mal en ce moment, c'est Michel Barnier nommé Premier ministre. Bon, voilà, hop, une petite ressemblance avec un acteur qui amuse beaucoup les Français. Voilà, en disant bon, mais c'est une blague... C'est pas le plus antipathique des acteurs, en plus. Non, mais en plus, c'est une blague plutôt sympathique. Voilà, on est sur des choses plutôt légère, voire même quand il se moque un peu du manque de notoriété, voire c'est là aussi plutôt sympathique parce que vous voyez, vous avez... La femme, l'actrice. C'est ça. Vous avez des internautes qui disent, voilà, je suis dans la rue et l'ambiance est indescriptible. Concert de klaxon, Michel Barnier hurle les passants. On sent un énorme soulagement, une joie émouvante à l'annonce de la nomination de Michel Barnier à Matignon. C'est incroyable. Bon, bref, globalement, les gens, ça les amuse plutôt et c'est... on va dire que c'est plutôt potache. Ils ne le connaissent peut-être pas beaucoup. Voilà. Alors c'est sûr, ça ne va pas être Sex and the City, mais il y a quelque chose de sérieux, à la Castex. Exactement. L'ancien Premier ministre, qui était finalement... on se fichait de lui parce qu'il avait le même âge que Brad Pitt. Et finalement, les Français ont aimé ce Premier ministre avec son accent, etc. Non, mais là, on voit que... Voilà. Mais son côté ancien monde peut être un atout. Il y a quelque chose de plutôt sympathique. Honnêtement, quand on regarde, les blagues, elles sont toujours révélatrices quand même de la tonalité que ça va prendre. Les seuls qui s'énervent sont finalement de nouveau les politiques, comme M. Faure qui a donc... tweeté pour annoncer un déni de démocratie porté à son apogée. C'est bien de le passer parce que j'avais oublié. Voilà, et 104 000 vues. Donc on ne peut pas dire non plus qu'il ait retourné la table, comme on dit. Et puis vous avez aussi beaucoup de commentaires, là encore, d'anonymes, mais qui sont plutôt positifs. Et on salue le fait que c'est un homme d'écoute, que c'est un homme de contact humain, c'est un homme de compromis. Donc globalement, ce côté ancien monde, quelqu'un qu'on connaît, est pour le moment plutôt bien vu, mais on va dire que nous sommes, que ça vient d'arriver. Oui, ça vient d'arriver, mais il sera quand même difficile à attaquer, parce que c'est quand même c'est pas seulement quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de bien, comme on disait dans le temps. C'est un homme bien, et donc ça c'est perceptible tout de suite parce qu'il respecte les autres. Il y a une empathie, il respecte les gens. Donc ça, à mon avis, ça rendra la critique contre Barnier difficile. Alors, et est-ce que Édouard Philippe est dans ce... Vous aviez fini au fait? Oui, j'ai fini parce qu'en fait après ça vient d'arriver. Alors, et pourquoi la question, est-ce qu'Édouard Philippe est, pour reprendre l'expression de Jean-Marie, quelqu'un de bien? C'est-à-dire qu'en plein chaos, avant même que le Barnier soit nommé à la recherche du Premier ministre, eh bien lui sort du bois et dit « Je suis candidat à la prochaine élection présidentielle », sans dire 2027. Donc, même en disant... ce qui laisse entendre que Macron n'irait pas jusqu'au bout. Est-ce que c'est bien, ça? Pour savoir si c'est bien ou pas, sachant qu'on n'en parle pas des masses non plus. C'est pas une question de morale, mais bon. Donc, c'est le bide. Ça, c'est le bide, alors. Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu un sondage qui a été fait pour le Figaro avec Odoxa, et on a demandé aux Français, qu'en pensez-vous? Alors, globalement, la candidature de Édouard Philippe à la prochaine élection présidentielle, eh bien, est-ce que c'était le bon moment pour le faire? Non, à 60%. Est-ce que ça l'a affaibli le camp présidentiel? Non, à 53%. Est-ce qu'il est plus préoccupé par son avenir personnel que par le sens de l'État?
oui à 57%. Et est-ce que c'est une perspective pour les électeurs du bloc central? Oui, à 56%, en disant oui, pourquoi pas. Donc globalement, on va dire que c'était peut-être pas le bon timing et c'était peut-être pas si efficace que ça. Alors certains vont jusqu'à commenter en disant qu'effectivement, en voulant prendre la lumière, Édouard Philippe court le risque de finir dans l'ombre. L'opinion n'aime guère les impatients qui confondent leur soif de pouvoir avec les attentes du pays. Beaucoup de grandes ambitions ont été ruinées par une somme de petites manœuvres. Ce message est parmi ceux qui ont été les plus... Non, mais c'est... Non, mais... Ce sondage montre qu'il aurait mieux fait de s'abstenir. Mais néanmoins, le précédent, c'est Pompidou. Ouais. Et le fait que Pompidou se déclare très en avance, ça avait libéré un certain nombre de Français qui se sont autorisés à ce moment-là à voter contre De Gaulle, à voter non au référendum parce que l'avenir était garanti. Donc le schéma d'Édouard Philippe, c'est celui-là. Comme monte la critique de Macron et comme il n'est pas exclu que tout ça aboutisse à une démission du président, eh bien voilà, rassurez-vous, je suis là. C'est ça le message. Mais en fait, il s'est passé une petite chose. C'est bien ce qui a conduit Macron à accélérer aussi. Mais le temps long... vous avez toujours raison, Monsieur Colombani. Merci Véronique. Mais le temps long n'est tout à fait le même aujourd'hui. Vous avez une réalité de tout va vite, vous avez des chaînes d'infos, tout le monde court derrière l'information. Donc quand vous partez trop tôt, vous pouvez avoir un petit côté déceptif. Et je me grouille parce que dans l'oreille, on est en train de me dire tu avais une vidéo et tu l'as pas passée. Juste pour vous dire, c'est Monsieur Philippe Capferrier. Voilà, merci, Cap-Rivière, qui, sur RTL, a fait une petite blague assez drôle sur le tempo de cette annonce et qui a été énormément reprise. Je vous laisse l'écouter parce que les internautes l'adorent. Elle passe en boucle un peu partout. Ah, bon, écoutez. Édouard Philippe a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Alors bravo pour le sens du timing. Édouard Philippe, c'est vraiment le type qui, à l'enterrement de sa grand-mère, au moment de la mise en terre, interrompt et crie « Hé, au fait, je vais me marier !» Bon, mauvais timing. Eh bien, cette petite blague du sens du timing de quand il y a des nouvelles compliquées, on en annonce une autre, était pas mal reprise. Et donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il a annoncé longtemps en avance, mais quand vous avez ça qui traîne, c'est compliqué. Les choses, voilà, on ressort. Très bien. Et merci beaucoup, ma chère Véronique. Merci pour cette dose de bonne humeur. Merci à tous. Vous avez été très sérieux, mais très intéressant. Parfait. Merci à Fleur Simon et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Merci. Si l'intelligence artificielle reste abstraite pour beaucoup, les frères Attic, eux, n'ont pas l'intention de rater ce virage technologique. Depuis 8 ans, ils embarquent des collégiens dans des initiations au codage et à la robotique. Et amènent désormais les meilleurs étudiants sur le terrain de l'IA jusqu'à la Silicon Valley. Et ils sont dans pas de quartier. On est à la Salesforce Tower. Regardez la vue derrière moi, c'est incroyable. Ces profils résilients, flexibles, agiles, si vous ne les prenez pas ici, ils les prendront là-bas. Donc gardons nos talents ici en France pour construire la France de demain. Pas de quartier, présenté par Ségolène Malter, à voir sur France 24 et sur france24.com. Événement. Après avoir vécu des jeux inoubliables, du 28 août au 8 septembre, rallumons la flamme sur France 24. Passage de relais pour les athlètes paralympiens, interviews, coulisses, réactions. Ne manquez pas les Jeux paralympiques de Paris sur France 24. Végigkóstoltam, nekem a paradicsomos, a paradicsomleves, a kapros jutúrós és a rántott sajt ízlett a legjobban. Szerintem ezek nagyon finoman, de mindegyik jó volt igazából. És Onnan jött az ötlet, hogy volt egy hosszú napunk, péntek, egy fagyi éjszakája, és ígértem a vásárlóknak különlegesebb fagyikat, és tulajdonképpen a sörrel és a tócsival kezdtük aznap.
Már ez kiverte egy kicsit a biztosítékot, és kérték, volt, aki csak brahiból, volt, aki komolyan gondolta, kértek még új ízeket hozzáhozni, és ahogy elkezdtem kísérletezni az ételalapú fagylatokkal, akkor rájöttem, hogy ebből nagyon jó ízeket lehet kihozni. Ez nem egy vicc kategória. De a nyelven megszokta azt, hogy édes, fagyit eszek édes, és erre ez meg sós. És eléggé fura érzés. Nagyon valid mindegyik íz, ezt elmondhatjuk, tehát ugyanazt tükrözi vissza, mint a egyébként normál formában fogyasztott borsófőzelék, vagy paradicsomleves, vagy a rántott csaj, de csak hűtött képpen. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360 aux côtés d'Anthony Saint-Léger. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi de 22h à minuit en direct dans l'Actu 360 sur France 24. Vivez 2 heures au cœur de l'info avec Stéphanie Antoine. Faites un tour complet de l'actualité. Et dans le débat, écoutez les voix qui comptent sur les grands sujets internationaux. Pour être au cœur de l'info, rejoignez-moi du lundi au jeudi sur France 24.